Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, moment très important me concernant, puisque vous le savez peut-être, mais j'ai démarré l'aventure Un procédé critique il y a plus de 6 ans en parlant du premier Gladiator. C'est ce film qui m'a donné envie de faire du blabla cinéma, de façon très maladroite à l'époque, face caméra. Et voilà qu'il va être question de sa suite qui sort nationalement ce mercredi en salle et que j'ai vu en avant-première, Gladiator 2, qui 24 ans après est toujours réalisé par monsieur Ridley Scott, qu'on n'arrête plus, et à son âge, ça force le respect. Au casting, de nouvelles têtes, bien sûr, Paul Mescal qui joue le héros, peut-être l'héritier de Maximus. Il y a aussi Pedro Pascal qui interprète un général, mais alors surtout Denzel Washington dans le rôle de Macrinus. Nous y reviendrons plus en détail évidemment dans cette vidéo, il y aura une zone spoiler. Par contre, de retour du premier film, Connie Nielsen dans le rôle de Lucilla. Il y a aussi Derek Jacobi qui fait coucou, le sénateur Gracchus. Les ultra-antagonistes étant interprétés des deux empereurs frères par Joseph Quinn et Fred Eckinger. Par contre, il n'y a pas Jimon Hounsou. Wikipédia s'est trompé. Enfin, il devait reprendre son rôle, mais finalement, non, il n'a pas eu le temps, je crois. Enfin, bon, c'est pas forcément nécessaire d'imaginer ce qu'il aurait pu jouer ici. Donc, les événements se déroulent, alors peu ou prou, 16 ans après la mort de Marc Aurèle, donc des événements du premier film. Et on voit que l'Empire romain n'est pas devenu ce rêve de Rome que cet empereur assez bienveillant voulait se voir réalisé peut-être par les mains de Maximus, qui fut son héritier de cœur, mais qui a été vaincu, même s'il avait quand même tué Commode. Enfin, il n'a pas pu, on va dire, aller au bout du rêve de son empereur et père spirituel. Pourquoi je dis cela? Parce que dès le début du film, on comprend que l'Empire romain est toujours dirigé par non pas un, mais deux empereurs ultra sanguinaires et conquérants, les jumeaux Greta et Caracalla. Et dès ce point-là, Ridley Scott prend pas mal de liberté avec l'histoire, car ils n'étaient pas jumeaux dans la vraie vie. Alors certes, ils ont régné ensemble, mais l'un était l'aîné de l'autre. Un an près, je crois. Bref. Et alors, d'emblée, nous assistons à une des conquêtes, ici de la Numidie, cité libre d'Afrique, encore la dernière, le dernier bastion face à cet empire. Et dans celle-ci, nous avons un gars qui est libre avec d'autres, qui s'appelle Hanno, qui va voir sa femme périr à cause donc de l'armée romaine et de ce général joué par Pedro Pascal nommé Acacius. Il va quand même voir la mort de près aussi, mais surtout avoir l'envie de se venger. Et en tutoyant une sorte de passage, un peu comme Maximus au début de Gladiator, eh bien il va se retrouver engagé comme gladiateur, enfin d'esclave à gladiateur, pour peut-être être éventuellement le libérateur de Rome sur l'inspiration et le souvenir, l'héritage de Maximus. Et oui, c'est plus ou moins la même histoire. Oui, c'est Gladiator 2 et il est stylisé le titre en Gladiator avec deux i au milieu, effet miroir. Ouais, c'est exactement ça. Beaucoup de doubles dans le film, y compris avec les antagonistes empereurs et des doubles jeux. Et des doubles destins parallèles, peut-être aussi. Alors évidemment, j'attendais cette suite au tournant, parce que j'aime beaucoup le premier Gladiator, c'est un de mes Ridley Scott préférés, fatalement. C'est-à-dire qu'il en a fait de très bons, des films, Alien, Blade Runner, Gladiator, je pense que c'est un peu mon triumvirat du monsieur. J'étais pas très, on va dire, emballé à l'idée qu'il y ait donc quelque chose après le premier Gladiator. Mais pourquoi pas? Alors c'est intéressant parce que là je ne vais pas spoiler de suite l'essentiel, et pourtant l'évidence, si vous avez vu la bande-annonce et même lu quelques synopsis. Car étrangement, le film va faire quelques mystères, mais pas très longtemps, surtout si on a vu le premier film. Mais pour celles et ceux qui découvriraient l'univers Gladiator avec le 2, bon, ce serait dommage. Je vous conseille quand même de voir le premier, mais il y a quand même une tentative d'accrocher les nouveaux spectateurs et de révéler des trucs. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Gladiator 2? Eh ben, monsieur Ridley Scott, merci. Merci pour plein de choses. Déjà, de ne pas avoir dénaturé votre film d'origine. Et ça, c'est un peu un exploit dans l'univers des suites d'Hollywood au sens large.
Là, on est en présence d'un sequel qui continue sur les traces du premier, qui le revisite, qui va même prendre clairement son héritage. Oui, il peut y avoir du fanservice et de la redite, ça c'est une évidence, mais c'est fait de façon tellement logique, quelque part avec le savoir-faire Ridley Scott, et avec ce sentiment d'épique et de rage, qu'on y croit, et que comme ça joue sur la destinée, voire la fatalité, on accepte totalement cette idée-là. Et c'est là où c'est la force de Ridley Scott et de son scénariste, que je vais citer parce que c'est David Scarpa qui a scénarisé Napoléon et aussi, enfin je crois qu'il en a fait encore un autre avec Ridley Scott avant, c'est qu'ils ont réussi dans l'écriture à réinsuffler quelque chose, c'est du péplum maximum là, avec encore plus de moyens, et c'est encore plus grandiloquent par moments que le premier, avec le sens du spectacle et du divertissement, hein. N'êtes-vous pas assez diverti? Bah oui, là aussi on l'est indirectement, c'est-à-dire qu'on a les jeux du cirque du cinéma par moment, et encore plus de scènes dans le Colisée, bon voilà. Et en même temps on a ce souffle qui nous rappelle bien sûr le premier, et en fait, oui ça te titille un peu dans le sens du poil, mais franchement c'est tellement bien écrit et dans une ligne directrice évidente, que franchement je dis oui. Je dis oui parce qu'il y a aussi cette envie libératrice de Ridley Scott qui a envie d'aller plus loin encore dans son message du premier et qui, vu le monde moderne actuel, parce que ce film-là résonne avec notre monde pour plein de choses, hein, j'y viendrai dans la zone de spoiler, ça fait du bien. Il y a une forme de défouloir, de rage et de vengeance, mais aussi de réflexion. Et en cela, le personnage de Paul Mescal a une évolution remarquable, dans le sens où il ne va pas forcément, alors qu'il risque de le faire, devenir voilà, la mauvaise chose contre laquelle il pourrait se venger. Parce qu'il va comprendre des trucs. Et d'ailleurs, Paul Mescal est extraordinaire. Là, pour le coup, je dirais pas non qu'il ait un Oscar. On s'en fiche des récompenses, vous allez me dire, mais il a un rôle pour. Je pense, franchement, ça serait pas volé. Voilà. Connie Nielsen qui revient avec vraiment un personnage écrit au-delà de ce qu'on pourrait s'attendre d'elle. Je parle de son protagoniste. Je reviendrai là-dessus dans zone spoiler peut-être. Mais alors Denzel Washington, si vous avez un Oscar meilleur second rôle, parce qu'on le voit moins à l'écran, filez-le lui aussi. Alors, Macrinus dans le film, c'est le self-made man absolu. C'est pour ça qu'il y a une résonance avec l'actualité. Ce gars, il se fait tout seul, il est parti de bas et il a monté les échelons en formant des gladiateurs et on voit qu'il attend son heure, je développerai après. Et il a ce sourire carnassier, le charisme. Denzel Washington, toujours, hein, mais c'est pas nouveau. Ça force aussi le respect, j'ai envie de dire, parce que le monsieur a une grande carrière, qui est loin d'être finie, comme peut-être celle de Ridley Scott. Et au-delà du professionnalisme, il y a encore cette envie, cette force d'acting et de prise en main du personnage. Voilà. Et sous la direction de Ridley Scott, c'est juste brillant en fait. Pedro Pascal, bon, moins en avant avec son personnage, mais il a une forme on va dire de retenue spirituelle, j'ai envie de dire, qui montre aussi le dilemme de son rôle. C'est lui le général qui a causé la mort de la femme, donc du personnage principal, Anno. Mais derrière, on se rend compte qu'ils vont partager les mêmes idéaux en vrai, mais qui sont opposés à cause de ce drame-là potentiellement, ce qui fait une source de drame qui arrivera vers les 2/3 du film. Donc, puis bon, mention spéciale aux deux acteurs qui jouent les empereurs aussi, parce que là, les deux empereurs, c'est extraordinaire, parce que là, vous avez toute une lecture aussi de la mythologie romaine, hein, Romus et Rémulus, hein, les deux qui ont été la louve pour survivre, et c'est eux qui ont fondé l'Empire romain. Bah là, on a les deux jumeaux. Là c'est l'inceste absolu, ils ont découpé la louve et bu son sang, quoi. Voilà, Rome se nourrit de son propre sang et c'est le cycle de la vengeance. Et les deux sont complètement dégénérés. Oui, c'est parfait cette idée de ce double tête complètement. En plus, ils se complètent dans la folie les deux. Et là, c'est le gamin, là, Caracalla, qui a des gros problèmes quand même. Hein. Mais l'autre, il a d'autres problèmes de divin. Hein, voilà. C'est absolu. Et là, ça montre aussi la folie des grandeurs ultimes. Comme quoi, de toute façon, Rome est très très loin du rêve de Marc Aurèle, qui là, c'est plus qu'une utopie, ça devient une chimère. Hein. Il y a un personnage qui le dit à un moment,
on y est dedans. Mais il y a plein de personnages secondaires, enfin plein, il y a quelques personnages secondaires passionnants, notamment celui de Ravi, qui est un peu le médecin qui va s'occuper donc de notre Gladiateur 2, Paul Mescal, qui est joué par Alexander Karim, mais qui a ce lien fort, qui va comprendre aussi, et il y a quelques moments spirituels, enfin légèrement, philosophiques forcément, qui rapprochent au premier film, et le métrage prend son temps, on a 2h30, voilà à peu près, et on voit que là, Ridley Scott, il a eu son final cut, je pense, et qu'il y a eu des moments aussi en dehors des combats et du build-up de ce qui va nous être révélé, qui, oui, il prend son temps, Ridley Scott, il regarde aussi le peuple, c'est-à-dire qu'on a l'Empire romain, la grandeur, les jeux, la décadence, et tout ce que vous voulez, mais aussi on voit la population, les mendiants, les tristes, les esclaves, les gladiateurs, et il met sa caméra dessus, il nous fait comprendre un petit peu ce qui se passe là, encore plus que dans le premier film, là il va encore plus loin, et on voit que c'est un film qui s'inscrit dans ce monde actuel, qu'on a besoin de montrer aussi qu'il y a des gens qui souffrent, et que les gens les plus puissants seront encore plus fous. C'est Commode x2 de toute façon, les deux empereurs, et on se demande si ça pouvait aller encore plus loin dans la folie psychotique que le personnage Joaquin Phoenix. J'ai envie de dire oui, en plus il y a Macrinus derrière qui quand même, on le sent là, il attend son heure, et voilà, et dans l'histoire romaine, on sait que c'est celui qui a succédé à ces deux empereurs en tant qu'empereur. Il n'a pas fait long feu, mais il y a été. Derrière, bon bah, que dire, la photographie, alors c'est intéressant parce que Ridley Scott il va pas aller trop forcer certaines choses dans la symbolique des couleurs ou autre, du moins pour le premier visionnage, j'ai pas forcément repéré des trucs que j'avais pu voir dans des films que j'ai évoqués récemment sur la chaîne, parce que j'ai fait tous les Ridley Scott sur la chaîne maintenant, et même si à la fin il y a cette scène iconique avec un peu le soleil blafard derrière qui questionne, il y a des moments un petit peu ouais, quasi fantastique dans la vision, le passage de la mort, là, le fleuve où sa femme est emportée par une barque, qui va rappeler ce que Maximus a subi avec sa propre épouse et son fils au début du film, bien évidemment. Et après, bah, ça déroule. Et on le sait, nous. Voilà, si vous savez tout déjà sur la bande-annonce ou le synopsis, spoiler, comme ça je peux aller plus loin. Oui, Anno, donc Paul Mescal, c'est Lucius Verus. C'est le fils de Lucilla. Évidemment, mais ça on le devine très vite. En fait, si vous avez vu le premier Gladiator, même sans lire les synopsis et la bande-annonce, voilà, eh bien il y a un vrai flashback très très rapide, en bout de 10-15 minutes, où on le voit jeune et on reconnaît Lucius jeune. Et on sait que c'est lui, et il n'y a plus de doute. Mais après ça va être révélé, où on va avoir la confirmation officielle d'un sous-entendu absolu du premier film. Lucius n'est pas que le fils de Lucilla, c'est aussi le fils de Maximus. Et là, donc on a les destins, de père en fils. Et presque de grand-père à père spirituel du grand, là, en fils. Enfin, vous m'avez compris, on a 3 générations ici. Marc Aurèle ayant fait de Maximus son fils spirituel et héritier, et on a le fils de Maximus. Et ici, Lucius reprend le rêve de son grand-père que son père a essayé d'installer à Rome, qu'il a cru pouvoir faire à la fin en mourant, mais en fait, on se rend compte, c'est terrible, en fait, c'est une tristesse dans ce film, c'est que tu te rends compte que Maximus n'est pas mort pour rien, mais pas loin quand même. Mais non, parce qu'il a laissé un héritier, il y a Lucius, qui lui va parachever l'œuvre du père. Alors là, voilà, on le voit, pareil, il va devenir le héros du peuple. C'est très intéressant de voir comment la vindicte populaire est très jouée, avec des couches en plus ici par rapport au premier film, parce qu'il y a le personnage de Macrinus qui va en même temps utiliser Lucius en tant que main armée, tout en retournant les empereurs contre eux, parce qu'il fait en sorte que le petit frère jumeau, l'enfant, tue son frangin, donc il y a du fratricide par la main de Macrinus, et c'est là où alors Ridley Scott il envoie valser l'histoire, et que ça va pas plaire encore aux historiens, ça va pas plaire aux Américains aussi, parce que on voit l'Empire romain et l'Empire américain en parallèle ici, parce que Macrinus, c'est oui ce self-made man du rêve américain absolu, qui de rien monte aux échelons, voilà, joue son argent sur tout cela même, et arrive à ses fins, ou pas. Parce que dans la vraie histoire, Macrinus sera empereur, là non, il va se faire vaincre. Non sans avoir tué Lucilla, bien évidemment, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait quelque chose, un choc, et que Lucius se retrouve seul face à son destin, face à Macrinus, en le tuant dans les bas-fonds de Rome, du fleuve, du caniveau. Voilà le destin que Macrinus a. À la fin, on a cette ouverture. Que va-t-il se passer ? Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de Gladiator 3, sauf si Ridley Scott a beaucoup d'idées qu'il a envie d'en faire un, mais bon, il va peut-être pas falloir attendre 24 ans cette fois-ci. Il y a tout un truc là,
il y a ce discours, il y a beaucoup de force oratoire aussi, que ce soit lui en tant que pseudo-général des gladiateurs, etc. Même à la foule, à un moment, il y a quelque chose de très fort, libération ou pas. Ridley Scott veut libérer le peuple des puissants avec ce film. Il va très loin. Certains diraient que c'est un peu cliché et frontal à la fin. Il n'est pas faux que tout dernier acte est très rapide et qu'on aurait peut-être pu l'avoir avec un build-up supplémentaire, mais quand on y pense, non, la rage prend le dessus et il faut que ça soit brutal, brut même, avec ce combat à cheval et puis terre à terre dans l'eau, c'est particulier ça. On sort de tout réalisme possible parce que justement ce rêve de Marc Aurèle, c'est le rêve de Ridley Scott ici qui est peut-être une utopie, probablement une chimère, hein, il ne faut pas se leurrer dans notre vrai monde, mais au cinéma c'est possible. Et s'il peut aider à guider certains instincts, pourquoi pas, bien sûr que ça reste du cinéma, mais quelle force quand même. Et puis bon, j'ai même pas parlé, j'aurais pu faire en zone non-spoiler, ça, des combats, alors l'animalité du film aussi, parce que des animaux, vous en avez partout, des requins, un rhinocéros, des singes, avec un singe de l'enfer, un babouin au poil ras, incroyable, pendant 2 secondes, quelques secondes, j'étais en train de me dire, mais c'est une créature fantastique, mythologique, c'est même pas un truc vrai, ça, mais non, apparemment c'est un singe. Il y a même les chiens de Lucilla, enfin, les chevaux. Évidemment, le rapport à l'armure, les chevaux de Maximus, puisque à la fin, le fils enfile l'armure de son père et prend l'épée de son père. Alors ça, c'est du fan service. Mais c'est logique, comme je le disais avant la zone spoiler. On est dans cette idée de l'héritage, donc il prend la suite. Mais il le fait en prenant son nom, c'est Lucius, et en faisant d'autres choix, et en survivant à la fin, finalement. Il y a cette vraie différence-là, avec l'espoir encore plus fort. Mais ouais, l'animalité, tout cela, bien sûr, en lien avec l'animalité absolue des puissants et de ces 2 empereurs, qui sont enfants d'une louve, qu'ils ont probablement tué, et donc, comme je le disais, égorgé pour se nourrir de son sang. Même qu'il y en a un des 2 qui prend, voilà, une fois qu'il a tué son frère, qui prend un singe comme premier consul. Waouh! Ben ouais, mais Ridley Scott, il va au bout de son truc. C'est ça aussi, l'idée de tourner en dérision les puissants pour les moquer et montrer que c'est de la dégénérescence. On le voit dans Napoléon aussi, ça, de toute façon. Hein. C'est pas pour rien qu'elle-même scénariste également, ça se sent, ça se tient. Et donc oui, ce souffle épique ultime, le film n'arrête jamais là-dessus, on voit le budget, là aussi la bataille au départ, donc très scottienne, hein, souvent dans ces films un peu pseudo-historiques, il y a toujours une grosse bataille dans les 5-10 premières minutes, la bataille de Numidie, alors c'est rapide, mais ouais, c'est un peu la prise de Toulon, hein. Enfin la bataille de Toulon dans Napoléon. Oui, c'est du pur Ridley Scott, il va vraiment au bout de son délire, mais à la fin il lâche encore plus. On voit qu'il y a cette radicalité nihilisto, nihiliste, oui, mais avec une ouverture d'espoir et de naïveté peut-être. Oui, Ridley Scott devient Marc Aurèle à la fin du film. Il espère, en transmettant ici à la jeunesse, Paul Mescal et ceux qui regardent le film, qu'il y a des choses qui vont rester. Donc c'est très bien. Voilà, on pourrait bien sûr, il y a beaucoup de choses à évoquer. Hein. Le lien de Lucilla avec son mari général, parce qu'il y a ce dilemme-là, mais elle va avoir cette force-là. Quand elle va reconnaître son fils, les retrouvailles difficiles, puis véritables. Évidemment, la progression du personnage de Lucius se fait ainsi. Il va peu à peu estomper sa rage et son idée de vengeance. Il ne va pas devenir le bras armé. Il va gagner en puissance. Quand il voit d'ailleurs le général, son ennemi, mourir par des flèches, il va prendre une autre dimension et devenir vraiment Maximus, mais surtout devenir lui-même. Et ça, c'est très fort. Quant à la musique, elle est peut-être moins marquante que le premier film. On a des thèmes qui reviennent au fur et à mesure que Lucius prend son destin à main du premier film. C'est logique. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir cependant. Je ferme la zone spoiler, oui, Gladiator 2 est une très bonne suite, je ne suis pas déçu. Je suis même presque bluffé par la qualité de celle-ci, mais en même temps, pas trop, parce que Ridley Scott, quoi qu'on en dise, il a quand même fait beaucoup plus de bons films que de mauvais films dans sa carrière, même voire de très bons films. Certes, certains sont moins faciles peut-être à apprécier de prime abord, moi-même j'ai eu quelques réserves sur certains. Napoléon, ça reste quand même quelque chose de fort, mais il pouvait y avoir quelques écueils. Bon, j'ai pas vu la version longue, peut-être corrige certaines choses, mais c'était vraiment bien. Là, je pense qu'on est un step-up au-dessus. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est ou à la hauteur ou mieux que le premier Gladiator pour une simple bonne raison, c'est que j'ai pas le recul. Il faudra que je le revoie, que je récupère un peu de tout ça. Ce sont 2 films tellement parallèles et miroirs, mais différents aussi, d'une certaine manière, que peut-être un jour, une journée marathon, s'enchaîner les 2 serait une bonne idée. Ce qui est sûr, c'est que il arrive à inscrire l'héritage de Gladiator et en faire quelque chose qui insuffle un sang neuf et un souffle nouveau, tout en gardant bien sûr les principes et faire l'écho, le destin, la fatalité absolue et le parcours d'un héros
nécessaire dans le monde d'aujourd'hui aussi, parce que ce film, bien que se déroulant à peu près 200 ans après Jésus-Christ, a diablement une actualité moderne pour plein de choses. Je vous renvoie à ce que j'ai dit avant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Gladiator 2 au moment où cette vidéo est publiée. Vous l'avez peut-être vu en avant-première, peut-être que c'est le jour de la sortie ou la veille, je ne sais pas. Mais bon, réagissez, c'est important de faire vivre ces moments d'échange cinéma, parce que j'ai beau parler tout seul face caméra depuis plus de 6 ans et depuis le premier Gladiator, c'est toujours destiné à vous pour qu'on puisse discuter ci-dessous par clavier interposé, et puis peut-être un jour, plus si affinité. Je vous dis à la prochaine, ciao.